Les bonus du Podcapsuleur. Les deuxièmes assises nationales du tourisme brassicole, vendredi 11 octobre 2019 à Lille. Première table ronde, état des lieux du tourisme brassicole, ici et ailleurs. Avec Laurence Kogan, responsable de la spécialisation Wine Tourism à la Burgundy School of Business, Clémentine Dufour de l'Échappée Bière Paris et Yann Licota, consultant en tourisme brassicole, une rencontre animée par Nicolas Lessieux de l'Échappée Bière. Merci à tous les trois d'être venus pour témoigner. Du coup, en effet, l'idée de commencer, c'est de s'inspirer un peu de ce qui se fait ailleurs, de pouvoir avoir aussi des angles d'attaque quand on veut créer un marché du tourisme brassicole en France. On le verra, entre nous, on est convaincus. On parle de 500 000 visiteurs à l'instant dans les brasseries françaises. C'est déjà un chiffre qui est prometteur. Mais où en sont nos concurrents, ou en tout cas des personnes qui peuvent nous donner des idées de développement? Du coup, je vais présenter rapidement les personnes qui viennent ce matin. Donc, Laurence Kogan, qui nous vient donc du coup de la Burgundy School of Business. Peut-être vous laissez vous présenter rapidement et pourquoi la Burgundy School of Business sur la spécialité wine tourisme intervient ce matin. On va voir que du coup, on n'est pas les seuls à regarder ce qui se passe dans le tourisme brassicole. Les gens du monde du vin regardent aussi ce qui s'y passe. Et c'est intéressant de voir que la tendance n'est pas forcément juste nous qui la décrétons. Je vous laisse vous présenter. Bonjour. Alors c'est Kogan, c'est pas Kogan. Excusez-moi. Désolée. Non, pas de souci. Donc moi, je suis professeure de tourisme à la School of Wine and Spirits Business de l'école de commerce de Dijon, qui s'appelle maintenant BSB. Il faut tout internationaliser. Donc j'ai une expérience à la fois dans l'industrie viticole et dans l'industrie du tourisme, et j'ai rejoint l'école il y a quelques années pour développer en fait tout ce qui était lié à l'œnotourisme. Donc en 2009, ça a été le premier cours que j'ai créé à l'école pour notre MSc Wine Business, et les Français en fait étaient assez frileux. L'œnotourisme, on commençait à en parler, mais le directeur de la MSc Wine Business était un Australien, et il m'a dit mais comment ça se fait qu'on n'a pas de cours d'œnotourisme dans tous nos programmes de vin? Donc en fait, on commence effectivement à réfléchir à la problématique de l'œnotourisme en France depuis une quinzaine d'années, une dizaine d'années. Donc ça, c'était en 2009. 10 ans après, on a plusieurs programmes à l'école de commerce. Donc pour nos Bac plus 3, nos bachelors, j'ai créé il y a 2 ans une spécialisation en anglais Wine Tourism. Ce qui veut dire que pendant tout le dernier semestre des Bac plus 3, ils peuvent se spécialiser en œnotourisme en anglais. Alors en anglais, bien sûr, parce que le monde du tourisme, il faut parler l'anglais. Cette filière est à la fois ouverte à nos étudiants en interne, et en fait de plus en plus, et ça on ne l'avait pas trop mesuré, ça attire des étudiants internationaux qui viennent de partout dans le monde. J'ai des Mexicains, des Canadiens, des Américains, des Irlandais, des Anglais, et puis aussi beaucoup de personnes qui viennent de l'Asie, donc beaucoup de Japonais, Coréens, puisque en Corée il y a un tourisme gastronomique très important, et bien sûr beaucoup de Chinois. Donc voilà, ce qui fait que dans tous les programmes de l'école, notre master en français, le CIVS, notre MSc Wine Management, donc c'est une spécialisation Bac plus 5, ainsi que notre MBA qu'on a monté il y a 2 ans en Wine and Spirits Business, les étudiants ont environ 30 heures de cours sur l'œnotourisme. Donc ça devient vraiment... on a identifié ça comme un secteur porteur, un secteur en croissance. Merci beaucoup. Yann, la parole est à vous. Du coup, Yann est chercheur dans le monde du tourisme et a travaillé à l'occasion de l'Euro 2016 sur le monde brassicole. Je te laisse te présenter rapidement et puis peut-être commencer l'introduction un petit peu sur justement ce que tu as pu voir à ce moment-là avant de passer la parole à Clémentine. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'être ici présent devant vous. Effectivement, notre connaissance avec... Nicolas a commencé quand je faisais un travail d'étude, une étude de marché sur le potentiel qu'il y avait ici, la région actuelle de Hauts-de-France et la Wallonie pour le tourisme brassicole dans le cadre de visiteurs potentiels qui pourraient venir voir les matchs ici à Lille lors du Euro 2016.
Ce projet n'a pas abouti du point de vue entrepreneurial. Néanmoins, ça m'a permis de commencer à faire plus d'études au niveau de tourisme brassicole. Mais je suis content que Chapabière a continué à faire son travail et que, vu que les mondiaux de rugby vont venir ici, donc ça laisse du potentiel pour faire ces projets à d'autres personnes. Mais le constat que j'ai eu à l'époque, j'étais en fait très étonné de la faiblesse des structures qui existaient en Belgique et dans d'autres pays européens au niveau du tourisme brassicole, vu le potentiel qu'il y avait. Donc ça m'a éveillé ma curiosité et j'ai commencé à regarder ce qui se passe dans les autres pays européens et dans le monde. Et c'est ça qui m'a amené à, au fur et à mesure de regarder et faire un constat que les choses vont plutôt bien. Ça marche, merci. Et Clémentine, du coup, toi, le tourisme brassicole, c'est la porte d'entrée des touristes, surtout américains à Paris, qui t'a fait rentrer dedans. Est-ce que tu peux donc te présenter rapidement et puis nous donner un premier ressenti sur le tourisme brassicole pour toi, le potentiel éventuellement à venir sur ta destination? Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Clémentine et j'ai suivi une formation en onotourisme et gastronomie à Angers. Il y a 2-3 ans. Et en fait, je me suis installée à Paris et j'ai décidé de créer une petite expérience autour d'une boisson peu originale pour justement les touristes qui viennent à Paris. Et au contraire, quand ils viennent à Paris, c'est vraiment une surprise pour eux de trouver quelques infrastructures comme des tours ou des bars spécialisés en bière. Donc moi, aujourd'hui, je rencontre beaucoup d'Américains qui sont fans de bière et qui viennent à Paris d'abord pour voir les monuments, mais ensuite ont le plaisir de découvrir des activités très spécialisées. Donc voilà. Merci beaucoup pour cette présentation rapide. Yann, du coup, la parole va te revenir. La question, elle est simple. Dans l'étude que tu as faite, qui était très exhaustive, qui parlait de pays européens, de pays en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, qu'est-ce que tu as vu comme grande tendance? De quand ça date? Quand est-ce que tout ça a commencé? Au final, nous, le tourisme brassicole, alors je sais que dans les syndicats, ça a commencé, dans les brasseries, ça fait un moment maintenant que c'est en cours, mais la formalisation de tout ça est assez récente. Toi, ce que tu as vu, quelles initiatives tu as pu remarquer, en tout cas sont remarquables, et puis de quand tout ça a commencé, pour qu'on se donne aussi des perspectives. Laurence disait à l'instant, le no-tourisme, au final, la filière est assez jeune, en tout cas sur la formation et l'accompagnement. Quand est-ce qu'on se projette, si on veut parler de tourisme brassicole, les résultats, si on démarre il y a 3 ans en arrière ici en France, quand est-ce qu'on peut se dire il y a des espoirs de voir des retombées économiques, puisque c'est quand même de ça dont on parle aussi principalement pour les brasseurs et les acteurs. Effectivement. Donc, en ce qui concerne le tourisme brassicole et aussi le no-tourisme, les parcours sont un peu différents. Et ça se voit en fait au niveau d'appui des autorités aussi, de la dynamique entrepreneuriale. Par exemple, le no-tourisme, il bénéficie des routes européennes qui sont aussi parrainées par le Conseil d'Europe comme Itervitis. Et aussi, ils ont d'autres initiatives qui sont faites au fur et à mesure avec différentes décennies. Dans le monde brassicole, quand on observe les différents continents, on voit 2 dynamiques. Une dynamique qui va des entrepreneurs qui approchent le public et aussi les autorités, et ensuite ils tombent d'accord sur faire des choses ensemble, ou plutôt les autorités qui reconnaissent le patrimoine qui existe sur leur terrain et agissent avec les partenaires locaux. Un exemple comme celui-là, on peut observer facilement en Bavière, en Allemagne, aussi dans la région de Rhénanie, où la ville de Cologne participe beaucoup avec le monde du CHR pour mettre en valeur leur patrimoine brassicole. La République tchèque, c'est un cas très intéressant aussi, où il y a quelques années, il faisait toujours la promotion du point de vue de la Tchéquie, pays de la bière, et ça, ils ont activé tous les réseaux au niveau de la ville de Prague, au niveau de Pilsen. Et ensuite, quand on voit tous les nouveaux hôtels qui apparaissent, ils ont souvent un attachement brassicole. Donc ça, c'est quelque chose qui vient dans leur patrimoine et sont un facteur qui sont très fiers de développer.
Quand on voit les changements qui sont apparus dans les dernières années, il vient de plusieurs faits. Du fait que les visiteurs s'y intéressent, que les brasseries ouvrent de plus en plus leurs portes, que les autorités s'intéressent, mais qu'il y a aussi des tours opérateurs spécialisés qui sont apparus dans différents pays. Par exemple, quand je regardais l'Afrique du Sud, ils avaient déjà une stratégie pour le tourisme brassicole basée un peu sur le viticole dans le milieu des années 90. Néanmoins, vu leur manque d'infrastructure, ça a pris du temps que ça se développait et c'est toujours en phase de développement. Quand on observe un autre pays comme le Brésil, on avait la ville de Blumenau où il y avait toutes les brasseries qui ont disparu. C'était une région où il y avait beaucoup d'immigration allemande. À la fin du 19e siècle, il y a beaucoup de brasseries qui sont apparues. 100 ans après, presque toutes ont disparu. Donc toutes les nouvelles brasseries qui ont été créées, c'était dans les dernières 20 ans. Aujourd'hui, Blumenau était reconnu par le Sénat brésilien comme la capitale brésilienne de la bière. Et ils organisent aussi tous les événements brassicoles. Et aussi, ils attirent commencent à attirer des personnes de l'étranger grâce au festival qu'ils ont sur place. Si j'observe aussi ce qui était fait dans l'étude qui a pris en fait une période de développement des dernières 10 années, on voit qu'il y a une approche que j'ai mis en 3 phases, qui a une acceptation de la part des brasseurs et des autorités, une indifférence et aussi une négation du potentiel qui existe dans le monde brassicole. Ça, je peux multiplier les exemples. Mais ce qui était mentionné aussi dans les interventions précédentes, le fait que la bière a une image transversale et peut aussi agir à la promotion d'une région grâce à l'identité locale, grâce au patrimoine, et aussi grâce aux nouveaux entrepreneurs qui agissent sur les différents territoires. Et ça, par exemple, les États-Unis, c'est un très bon exemple où c'est beaucoup de brasseries qui ont fait le démarchage auprès de différentes villes pour qu'elles soient reconnues comme un lieu d'intérêt. Mais ça, je crois qu'on apprendra davantage. Ça marche. Merci beaucoup. C'est intéressant de voir en effet la question que j'allais poser à la fin était en effet qui commence. Est-ce que c'est le privé qui commence et c'est les collectivités qui reprennent? Est-ce que c'est les collectivités qui commencent et le public et le privé qui reprend la main? Ou forcément les deux qui doivent travailler ensemble dès le départ? On essaiera d'apporter des éléments de réponse toute la journée. T'es évoqué à la fin les États-Unis. Les États-Unis, c'est un peu pour le tourisme brassicole la Mecque. C'est pour tous ceux qui se veulent des exemples, grosso modo, en termes d'infrastructure, en termes d'accueil, en termes de volume. Laurence nous a préparé une petite présentation à ce sujet-là pour qu'on puisse voir ce qui s'y passe. Ça ne veut pas dire qu'il faut copier ce que font les Américains, parce qu'on n'a pas les mêmes infrastructures, on n'a pas le même marché domestique. Mais nécessairement, s'ils ont réussi à développer quelques idées, on rebondira aussi dessus après, mais je pense que Yann, en évoquant les festivals, l'événementiel, à mon avis, a une place prépondérante dans le développement d'une culture et d'une place brassicole. Et ça, je pense que le privé tout seul aujourd'hui a du mal un peu à le porter et il faut être bien clair là-dessus. Mais parlons d'abord des États-Unis. Prenons ce cas d'étude. Adrien, si tu peux lancer la présentation. Et puis la parole est à la défense. Je vous rêvais de personne. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, parce que ça m'est venu quand Yann a parlé, j'habite à Beaune. Alors, quand on pense à Beaune, on pense capitale des vins de Bourgogne. Mais il se trouve qu'il y a quelques années, il y a un entrepreneur qui a créé sa microbrasserie, et Bellénium. Et en fait, je suis allée le voir et je lui ai dit mais il fallait oser créer une microbrasserie dans ce monde viticole. Et il m'a dit oui, mais j'ai vu qu'il y avait une opportunité parce que les touristes, quand ils viennent en Bourgogne, ils restent en général nos zonotouristes 6-7 jours, une semaine. Et au bout de 3-4 jours, ils en ont peut-être marre de boire du vin. Et de temps en temps, au café, au restaurant, ils ont envie d'une bonne bière. Et donc Bellénium, c'est un véritable succès bourguignon que l'on trouve effectivement dans les bars et les brasseries de Bourgogne, beaucoup à Beaune et à Dijon. Voilà, c'était une petite parenthèse, ça m'est venu tout à l'heure en écoutant Yann. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du tourisme brassicole aux États-Unis. On va essayer de voir déjà quels ont été les facteurs qui ont stimulé la croissance, le développement du tourisme brassicole aux États-Unis. Après, on va regarder un petit peu le profil. Alors, je ne sais pas comment les nommer.
En anglais, c'est beer tourist. Les touristes de bière, les touristes en bière. Pour l'instant, on n'a pas de concept. On a un problème de vocabulaire. On a un problème de vocabulaire, pour l'instant aussi, de savoir comment on dénomine tout ça. Donc aux États-Unis, j'ai trouvé effectivement une étude sur le profil que je vous présenterai brièvement. En France aussi, on n'a pas d'étude sur le profil potentiel, à moins que vous en ayez fait une, sur le profil justement de ces touristes, quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs motivations. Et puis ensuite, je vous prendrai quelques exemples pour faire un benchmark, quelques exemples dans différentes régions aux États-Unis qui, pour moi, en fait, peuvent servir de modèle. Alors, j'ai essayé de réfléchir au développement, justement, quelles peuvent être les explications du développement du tourisme brassicole aux États-Unis. Tout à l'heure, on a parlé de l'expérience. Je pense que ça, c'est un des facteurs très importants. On est maintenant dans l'économie de l'expérience. Les consommateurs ne veulent plus subir, ils veulent être acteurs. On parle de conso-acteurs. Ils veulent effectivement, quand ils voyagent, être acteurs pendant leur voyage. Ils veulent participer. Vous avez parlé tout à l'heure de l'élaboration de la bière. Alors ça se fait beaucoup en Californie. Élaboration, par exemple, du vin aussi avec une étiquette propre. Et je pense que ça, il faut en tenir en compte parce que c'est une évolution de la société. En plus, les jeunes générations, donc ce que je vais nommer aujourd'hui comme les millennials, donc les gens qui ont entre 20 et 35 ans, sont une clientèle très importante des microbrasseries. Et cette génération, en fait, veut avoir des expériences insolites, uniques, mémorables, qu'ils rapportent chez eux, dont ils parlent, etc. Donc, il y a effectivement l'économie de l'expérience, l'engouement pour les microbrasseries. Il y a eu une croissance exponentielle des microbrasseries aux États-Unis. Donc, on en est à peu près autour de 4500 maintenant. La consommation des bières par les millennials, et notamment, c'est vrai que moi, je me suis fait aussi la réflexion, il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'audience. On est sous-représentés, dans le domaine viticole aussi. Mais les femmes aux États-Unis, en fait, sont des fortes consommatrices de bières artisanales. Il y a aussi le phénomène donc de la croissance des caves à bière, et puis aussi dans l'évolution des comportements de consommateurs. Les consommateurs veulent acheter des produits authentiques, ils veulent rencontrer le producteur, ils veulent rencontrer le brasseur, ils veulent rencontrer le viticulteur, ils veulent avoir un échange en fait avec le producteur. Ils veulent savoir d'où viennent les produits qu'ils consomment. Alors en fait, on peut distinguer deux grands types de tourisme brassicole, selon que la bière est vécue comme une motivation principale. Donc un touriste de bière viendra dans une région pour justement la bière, ou alors selon que c'est plutôt le territoire qui est le facteur d'attractivité, donc qui apparaît comme une motivation principale. Donc si on voit la bière comme principale activité, ça découpe un certain nombre d'activités comme les routes des bières, les dégustations bien évidemment, mais aussi aux États-Unis ça se fait beaucoup des week-ends autour de la bière. Donc les gens vont dans une région pour passer tout un week-end et découvrir de la bière. On a parlé tout à l'heure des accords bière, mais donc des déjeuners ou des dîners avec pour thème la bière et puis aussi d'autres activités. Si on parle plutôt, et je sais qu'aujourd'hui on va beaucoup parler des collectivités et des territoires, si on parle plutôt du territoire comme motivation principale, et j'en parlerai aussi cet après-midi, donc la nécessité en fait de développer des festivals, des événements phares autour de la bière, d'avoir des musées de la bière, de permettre aux touristes de la bière de faire des visites de brasserie. Et puis il y a aussi, alors ça c'est quelque chose qui existe aux États-Unis, il y a des collectors, donc des gens en fait qui vont de brasserie en brasserie pour collectionner tous les merchandising qui sont autour de la bière. Donc la montée des craft beers aux États-Unis, donc ce sont les bières artisanales. Les craft beers, alors j'ai essayé de trouver les chiffres plus récents, j'en ai trouvé qu'en 2016. Les craft beers, donc les bières artisanales représentent 12% du marché en volume aux États-Unis, mais surtout ce qui est important, c'est qu'elles sont en très forte croissance puisqu'elles ont bondi de 6% en 2016, alors que le marché global de la bière en fait baissait. Donc on a un secteur de niche qui est en croissance dans un secteur total qui est en baisse. Donc ça, je pense que c'est un élément très important. En 2014, on a 547 nouvelles brasseries qui ont ouvert, pour un total environ de 3500 brasseries.
Et comment définissons une microbrasserie? Donc c'est l'association des brasseurs des États-Unis qui définit une microbrasserie comme une brasserie avec une production annuelle de moins de 7 millions d'hectolitres. Et surtout, ce qui est important, c'est une brasserie avec une certaine indépendance économique. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, dans le capital, il doit y avoir seulement au maximum un quart du capital qui appartient à des grands groupes, comme Heineken, etc. Et puis aussi une application des méthodes traditionnelles de fabrication. L'argument de vente, moi je suis une marketeuse à la base, je fais une école de commerce, je suis dans une école de commerce, donc on parle évidemment d'argument de vente. L'argument de vente, c'est le côté artisanal, authentique du produit. La recherche nous montre, puisqu'on fait beaucoup de recherche académique à l'école, qu'en fait les consommateurs sont prêts à payer plus pour des produits agricoles authentiques, qualitatifs et aussi produits en petite quantité. Donc là, on a la notion d'exclusivité, de rareté. Alors, les caractéristiques des craft beers. Donc ça, c'est une étude que j'ai trouvée dans Euromonitor. Il y a 6 caractéristiques principales. Déjà, une production qui est limitée, avec un positionnement artisanal et haut de gamme. Donc ça, je crois que l'élément haut de gamme, c'est très important. Toute une histoire qui est créée autour de la bière artisanale, donc ce qu'on appelle en marketing le storytelling. Donc une histoire qui est très solide autour d'une marque, rattachée à une région, on va parler du territoire, ou rattachée à une zone géographique qui est très bien délimitée. L'exclusivité, et surtout qu'on sait que les bières artisanales sont consommées beaucoup par les millenniums, et ils aiment beaucoup les produits rares, les produits exclusifs. Donc une singularité des ingrédients qui proviennent d'une zone géographique bien déterminée et qui donne justement cette notion d'exclusivité et cette notion haut de gamme, de qualité. Des références naturelles, donc des ingrédients qui sont souvent naturels, récoltés à la main et soigneusement sélectionnés pour faire pendant aux ingrédients industriels et bien sûr aux bières industrielles. On l'a dit tout à l'heure, une indépendance dans le capital, une indépendance financière. Et justement, cette indépendance donne une certaine liberté aux microbrasseurs. Et puis aussi l'accent qui est donné sur la saveur donc des bières artisanales avec un panel de saveurs extraordinaires. Alors, ce que je trouvais aussi intéressant quand on parle de l'évolution de la consommation, j'ai pensé que ça serait intéressant d'amener le concept de néolocalisme qui s'applique totalement aux bières artisanales. Donc, on a une vraie recherche à l'heure actuelle au niveau de nos consommateurs pour des produits locaux authentiques. C'est devenu une tendance de notre industrie agroalimentaire. Et en fait, ce mouvement néolocalisme peut être interprété, peut être expliqué comme le désir au sein de communautés de renforcer et de réaffirmer le caractère unique et authentique d'une localité. Donc on voit bien que les brasseries artisanales, le tourisme brassicole s'intègre parfaitement dans le développement d'un territoire et dans la différenciation d'un territoire par rapport à un autre. Donc, je vais essayer de vous donner un bref aperçu, ça va être très bref, du tourisme brassicole aux États-Unis. Environ 4100 microbrasseries aux États-Unis en 2017. Je n'ai pas trouvé les chiffres pour 2018 ou 2019. Difficile de trouver aussi les chiffres du nombre de touristes de bière. On en compte environ 40 millions. Donc, c'est les 3 derniers mois. Les débuts du tourisme brassicole ont commencé dans la région du Colorado à Denver, dans l'Oregon avec Portland et Seattle, et puis aussi en Californie avec San Diego, San Francisco. Donc, ils ont créé des microbrasseries et puis ils organisent des visites de microbrasseries. Et surtout, ce qui est très important aussi avec notre cible, les millenniums, c'est qu'ils communiquent énormément sur la marque. Donc, une marque forte identitaire et sur les réseaux sociaux. Donc, le développement des microbrasseries va avec ces positionnements de marque très forts, ces storytelling et l'usage des réseaux sociaux. Quand on regarde le Vernon, on pense au ski, on ne pense pas forcément aux bières, mais le Vernon, en fait, a développé une activité brassicole très importante et en 2014, ils ont compté environ 10 millions de visiteurs. Donc la bière, pour beaucoup de régions aux États-Unis, représente un facteur de différenciation, un facteur d'attractivité et représente donc une part très importante du tourisme local. Alors, donc l'étude que j'ai trouvée, c'est sur le profil des touristes de bière en Caroline du Nord.
Cette étude date de 2011. Alors, qu'est-ce qu'on sait en fait sur ce touriste ? On sait que c'est un homme d'âge mûr qui réside majoritairement dans la Caroline du Nord, donc qui viennent de la région. La moitié sont célibataires, la majorité sont diplômés et détiennent un diplôme de bachelor ou plus, donc bachelor, bac plus 3 ou plus, master. 38% ne sont pas résidents quand même de la localité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils prévoient pas seulement de visiter une microbrasserie, mais quand ils restent sur un week-end, ils vont visiter en fait 2 microbrasseries par jour. Donc s'ils restent 2 jours, ils vont en visiter 4, 3 jours, etc. Donc ça, c'est très important. Et ce qui est très important aussi, c'est la répétition des séjours, c'est-à-dire que c'est une clientèle fidèle, puisque en moyenne, ils vont visiter 10 brasseries par an. Alors, ce qui est très intéressant, on peut faire très vite le parallèle sur le no-touriste. Eh ben, le profil de l'œnotouriste, en France et dans le monde, il est comme ça. Donc, c'est un public majoritairement, enfin dans les pays de l'Ancien Monde, donc en France, masculin, éduqué et à fort pouvoir d'achat. Donc, pour une ville, pour une destination, pour une collectivité, c'est effectivement une cible très intéressante, très importante, puisque ces gens-là ont un pouvoir d'achat, donc vont dépenser lors de leur séjour. Alors, on leur a demandé aussi quelles sont leurs motivations. Ils viennent dans la région pour découvrir de nouvelles bières. Ils viennent pour augmenter leurs connaissances de bières artisanales, pour passer un moment convivial avec leur famille, avec leurs amis, pour acheter de la bière. Parce que c'est une activité ludique. On vient s'amuser. Aux États-Unis, c'est très important, tout ce qui est fun, entertainment, etc. Pour s'échapper d'un week-end ou une journée, pour me détendre, pour rencontrer des gens qui s'intéressent aussi aux microbrasseries et aux bières artisanales, pour découvrir la gastronomie locale de la région et pour se saouler. Bon, ça, c'était le dernier en fait, décroissant. Voilà, l'élément le moins, mais c'est l'élément le moins important. Alors, si on essaie de regrouper leurs motivations, on voit qu'il y a un premier lot de motivation qui est lié en fait à tout ce qui est apprentissage, développement personnel, connaissance. Je vais améliorer mes connaissances, je vais découvrir de nouvelles bières, etc. Et puis, il y a un élément aussi social, puisque je vais passer un bon moment avec mes amis, et puis je viens me détendre. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais edutainment, donc education entertainment. Donc, je viens apprendre, mais en même temps, je m'amuse. Donc, je vais apprendre en m'amusant. Là aussi, même parallèle avec le profil des œnotouristes. Donc, c'est très important. Alors, c'est en facteur croissance. Donc, en fait, les premières réponses sont les plus importantes. Donc, découvrir de nouvelles bières, augmenter ma connaissance de bière. Ce sont vraiment les 2 facteurs les plus importants. La montée des bières artisanales aux États-Unis, en fait, est très liée aussi à la génération des millenniums, donc les générations des jeunes qui ont entre 20 et 35 ans. Alors, ça, c'est aux États-Unis. 94% des millennials ont goûté une nouvelle bière artisanale au cours de l'année. Donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, la découverte de nouveaux produits. Leur consommation de bières artisanales ne cesse d'augmenter, alors que la consommation des bières industrielles baisse. Quand on leur demande leur motif d'achat, la qualité de la bière est le principal motif d'achat, et puis le caractère éco-responsable étant la deuxième. 70% suivent leur bière préférée sur les réseaux sociaux. Donc là, il y a une facteur. Enfin, la marque utilise les réseaux sociaux pour communiquer, mais aussi pour fidéliser. Très important aussi, ils sont influencés 5 fois plus par le bouche à l'oreille que par la publicité. Donc on n'est plus dans l'ère où les marques en fait font une consommation du haut en bas, de la société vers le consommateur. Ils sont influencés par leurs pairs, ils sont influencés par ce qu'ils lisent dans les réseaux sociaux, par les blogs, par les discussions qu'ils peuvent avoir avec leurs amis, etc. Ils consomment ces bières artisanales de façon conviviale. Là, il y a une petite coquine, c'est pas grave. Et 43% des millennials visitent une microbrasserie une fois par mois. Donc on voit, on a vraiment une cible fidèle qui revient. Alors là, je vais vous donner quelques exemples dans mon benchmarking. Donc j'ai pris la ville de Richmond, qui est en Virginie, qui se déclare et qui s'est positionnée comme la première destination du monde pour les craft beers. Donc ils sont ambitieux. On a environ 30 microbrasseries qui se sont regroupées et qui se sont associées. L'impact économique pour la Virginie a été mesuré à 623 millions de dollars en 2014, donc un impact économique très important.
et un impact aussi pour la région, puisque le tourisme brassicole a généré plus de 8000 emplois. Alors, comment ils ont réussi, en fait, ça c'est un peu mon analyse, à devenir la première destination pour les bières artisanales du monde? Ils ont effectué une promotion très efficace, avec un site internet qui donne bien sûr à la fois des informations sur les microbrasseries, mais aussi sur les restaurants, sur l'hébergement, sur tous les événements qu'il y a à faire dans la région, enfin dans la ville. Et puis aussi une facilité d'utilisation, puisque vous pouvez réserver directement vos circuits, votre hébergement sur le site. Ils ont créé aussi un circuit de visite de microbrasserie, ce qu'ils appellent le Beer Trail, aux États-Unis, et ils ont créé pour attirer des touristes des événements majeurs comme le Richmond Folk Festival. Donc voilà le site internet, un site internet qui fait rêver, je trouve, mais qui est aussi très très clair, avec, vous voyez, les événements. Donc il y a des événements récurrents autour du tourisme brassicole. Qu'est-ce qu'il y a à faire comme activité, à part visiter des brasseries? Où est-ce que je peux rester? Donc tout ce qui est hébergement, trouver un restaurant, etc. Et puis donc l'onglet Book Activities, donc une facilité de réserver directement en site. Et ça, les Millenniums en sont très friands. Ils veulent trouver l'information sur Internet et puis réserver directement. Alors un autre exemple, donc je parlais tout à l'heure, le Vermont. Là aussi, un tourisme brassicole qui est très important pour le développement économique. En 2016, les brasseries artisanales ont contribué à plus de 376 millions de dollars, dont 126 millions, donc pratiquement le tiers, qui vient du tourisme brassicole. Un grand choix de microbrasseries qui se sont associées ensemble, une multitude d'excursions différentes, différents circuits. Donc vous avez le choix entre différents circuits de visite de microbrasseries. Et là encore, une promotion sur Internet très claire. On peut passer. Alors, un exemple que j'ai trouvé intéressant pour cette région, c'est le Vermont Brewery Challenge. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans la région, dans la première brasserie, on vous donne un passeport. Et à chaque fois que vous visitez une microbrasserie, on vous estampille en fait ce passeport. Et quand ce passeport est rempli, vous pouvez le renvoyer à la région. Et là, on vous envoie un certain nombre de goodies, de cadeaux, ce qui permet en fait, alors ça nous apparaît peut-être américain au niveau promotion marketing, mais en fait ce qui permet de fidéliser les touristes, et aussi ça permet bien sûr de récolter leur adresse mail et de pouvoir ensuite faire une communication ciblée, les inviter à des événements liés au tourisme brassicole, etc. Alors, un autre exemple d'une brasserie qui offre l'hébergement. Donc ça, on voit ça de plus en plus. Donc l'hébergement sur site, la visite de la microbrasserie, les dégustations, mais aussi la possibilité de loger sur place. Et puis, ce qui est très important dans le tourisme, à la fois viticole mais brassicole, c'est de créer des événements phares qui vont attirer les jeunes, notamment les Millenniums. Donc un des festivals qui est très connu aux États-Unis, c'est le San Diego Brew and Beer Festival, qui attire bien sûr des Millenniums. Et là aussi, on a une communication très poussée sur les réseaux sociaux. Donc voilà, en conclusion, on a une véritable explosion du tourisme brassicole aux États-Unis, et je pense qu'on peut regarder un petit peu ce qu'ils font et s'en inspirer. On a une consommation des Millenniums qui est très important, à la fois, je dirais, consommation du produit, donc de la bière artisanale, mais à la fois consommation d'expérience, puisqu'on a une demande d'activité expérientielle. Et puis, bien sûr, c'est porté par le développement des microbrasseries et des brasseries, des bières artisanales. Voilà. Merci beaucoup. C'est très très complet. Ce qui est intéressant dans tout ce que vous nous avez montré, j'ai pas fait, je vous ai pas demandé de guider particulièrement la présentation sur certains points, mais au final on se rend compte que des équipements, on en a un peu tous. Brasseurs du Nord a fait un site de promotion, Brasseurs d'Alsace a fait un site de promotion. On parle de localisme, on parle de marketing de l'expérience. C'est au final tout le travail qui est monté aujourd'hui par le CRT des Hauts-de-France sur justement essayer d'accompagner l'expérience des visiteurs sur le territoire. C'est une démarche qui vous sera présentée cet après-midi dans le cycle Brasseur. On a plein de choses. On a aussi, j'ai entendu pas mal de choses sur le fait des millennials et du marketing. Donc le marketing, on va plus pouvoir trop s'en passer si on veut parler de tourisme brassicole. Il va falloir rentrer un peu dans cette démarche-là.
Et la dernière qui me fait extrêmement plaisir, à savoir travailler ensemble, de pouvoir essayer de regrouper les brasseurs pour avoir une expérience qui soit une fois chez l'un, une fois chez l'autre, mais qui en tout cas, ce soit la destination et le territoire qui en parle, c'est ce qui en gagne, c'est vraiment important pour nous. Clémentine, du coup, je rebondis, toi les Américains à Paris, ça fait film de Louis de Funès, mais tu les as en contact direct. Est-ce que tu te reconnais dans la description qu'a fait du coup le Millennials, pas forcément, je pense, et puis par rapport au pouvoir d'achat, au côté éduqué? Oui, alors j'ai rencontré tous ces types de profils, des jeunes citadins qui viennent à Paris en couple pour s'amuser et vivent comme les locaux. Donc ils sont assez contents de voir que nous-mêmes à Paris, on commence un petit peu à s'y connaître en bière. Et par contre, de l'autre côté, il y a ces personnes un peu plus âgées qui sont un peu plus pointues au niveau de leur goût et qui s'attendent à avoir ces infrastructures très confort, très accommodante, avec du choix, du merchandising et du personnel bilingue. Et donc, quand je les emmène dans un bar comme ça, qui est un petit peu calqué sur le modèle américain, ils sont ravis. Mais quand je vais les emmener dans une microbrasserie un peu à la Roots, où tous les maltes et les houblons sont en bio et les brasseurs sont là en train de finir leur dure journée de labeur, y a un petit peu une gêne, un malaise, comme quoi il n'y a pas cet accueil chaleureux, parce que les brasseurs, ils ont pas envie de parler, ils sont fatigués, et non, ils n'auront pas les stickers à donner, ou les t-shirts, ou les verres. Du coup, c'est assez amusant de voir parfois la curiosité et parfois un petit peu l'amusement, quoi. Le fait qu'à Paris, en tout cas, on est en train de démarrer ce développement de la bière. Ça marche. Et justement, quand tu vas voir les collectivités à Paris, quand ils parlent de tourisme brassicole, à des personnes qui sont en dehors du monde brassicole, qu'est-ce que ça leur évoque? Est-ce que ça les fait rire? Est-ce qu'ils connaissent? Est-ce qu'ils disent super, on y va? Alors à Paris, le tourisme, c'est un petit peu un traumatisme pour pas mal de gens. Alors moi, les quartiers où je vais, typiquement, c'est pas du tout des quartiers touristiques, parce que c'est là qu'il y a l'offre en espace suffisant pour créer des microbrasseries, avoir des bars assez grands pour servir beaucoup de bière. Donc ces gens-là, ils sont déjà assez motivés par le fait de séduire la clientèle locale avant même d'aller approcher les Américains. Donc peut-être pas assez de communication, peut-être déjà un gros travail pour démocratiser la bière de qualité pour les Parisiens avant d'aller chercher les touristes. Ça marche. Justement, c'était une des composantes intéressantes aussi de la présentation. Le tourisme local, au final, à chaque fois, on veut cibler des gens qui viennent de l'autre bout du monde avant de faire plaisir aux gens qui sont en local. C'est des gens qui reviennent, qui consomment vos produits. On parlera aussi du retour sur investissement de tout ce tourisme. In fine, la valeur économique, elle se porte sur la vente de produits aussi pour les brasseurs. Est-ce qu'au final, on est en train de se tromper de cible si on va chercher des marchés extérieurs pour la France et le tourisme brassicole français? Je ne sais pas qui se lance là-dedans, mais qui veut prendre la parole? Non, je ne pense pas. Enfin, Clémentine parlait en fait de deux cibles différentes. Je pense qu'effectivement, il y a la cible des jeunes qui ont l'habitude de ces microbrasseries qui sont aux États-Unis, sont extrêmement branchées. Ce sont des lieux très, très tendance. Et puis, il y a peut-être le profil des touristes qui ressemble au profil des zonotouristes. Donc, effectivement, une clientèle plus mûre, avec un fort pouvoir d'achat qui est plus traditionnel. Je pense que en marketing, il faut proposer différentes offres pour différentes cibles. On ne peut pas avoir qu'une offre qui corresponde à toutes les cibles. Merci aussi du coup de ce message qui me fait plaisir. Yann, j'avais une question aussi pour toi. Tu vis en Belgique. Le tourisme brassicole en Belgique, il a pris une dimension aussi clairement exponentielle sur les 10 dernières années. D'après toi, qu'est-ce qui fait que la Belgique a réussi du jour au lendemain à accueillir pour des brasseries 50, 100 000 visiteurs par an, là où il y a 20 ans, je pense qu'on en était au même niveau que nous? Effectivement, la Belgique, c'est un pays intéressant de ce point de vue, qu'elle attire et des touristes qui viennent de loin, Japon, au Brésil, aux États-Unis, mais aussi c'est un pays qui en fait a négligé son potentiel pendant des années au niveau touristique, parce que de un, la structure
de tourisme au niveau réglementaire en Belgique, c'est que c'est divisé entre les 3 régions, donc il n'y a pas un organisme national. Et donc chacun travaille de son côté. Et la coopération à niveau local a pris du temps. Quand j'ai fait l'étude il y a 6 ans, on voyait qu'il n'y avait pas de tour opérateur privé pratiquement sur le marché belge dans son entièreté. Par contre, ce qui était très puissant et très intéressé pour travailler sur le marché belge, c'était les tour opérateurs britanniques, scandinaves et américains. Et c'est eux qui ont créé des circuits. Et au fur et à mesure aussi, les tour opérateurs locaux ont commencé à prendre de l'ampleur et aujourd'hui on voit que la région wallonne a investi dans le tourisme brassicole. En 2005, ils ont fait une année de la bière qui a permis de créer beaucoup d'opportunités, mais ils ont refait ça 10 ans après. La région de Bruxelles a investi plutôt du côté accord, bière et gastronomie, moins du côté, tandis que la Flandre est allée gastronomie et patrimoine. Donc on voit qu'il y a 3 approches différentes qui peuvent aller sur un territoire si petit comme la Belgique. En répondant aussi un peu à la question précédente, le potentiel, est-ce qu'il faut chercher des touristes de loin ou pas? Non, en fait, on voit que ici, où on se situe aujourd'hui, à Lille, et quand j'ai vu les circuits qui sont faits par les Britanniques et les Américains, ils prennent toute la région et tous les pays du Benelux. Donc, ils font un circuit qui va des Pays-Bas en visitant, par exemple, Amsterdam. Ensuite, la nouvelle brasserie trappiste de Zundert. Ensuite, ils vont à West-Vleteren. Donc, et après, ils parcourent les différentes villes en fonction des intérêts du temps qui est permis. On voit la création des festivals permet d'attirer bien sûr un public local, mais ça permet aussi de pérenniser parce qu'il ne faut pas oublier que l'effet de mode chez certains touristes aussi va assez vite. Toutes les brasseries ne sont pas visitables. Il y a aussi des mesures de sécurité et hygiène qu'il faut respecter. Donc ça, il ne faut jamais oublier. Donc quand on dérange les brasseurs, effectivement, ils travaillent. Donc, mais aux États-Unis, quand je visitais les brasseries, ils sont déjà créés à la base dans cette perspective-là. Et même aussi, les anciennes brasseries sont converties comme un lieu de patrimoine pour visiter. Le Canada aussi a pris un peu ce modèle. Mais si on revient à la puissance des événements, on peut voir comme la Pologne ou l'Italie a su créer un tourisme itinérant grâce au festival où les brasseurs sont présents et aussi le public qui va de ville en ville. Et on voit, grâce à la facilité qu'il y a de voyager en Europe, qu'il y a toujours quelqu'un qui va être motivé pour aller dans une autre ville parce qu'il y a un festival de bière qui est sur place. Il faut aussi jamais oublier le public professionnel, parce qu'on parle dans tous les cas ici, on a parlé de tourisme de loisirs et aussi certains de tourisme individuel, mais aussi il y a moyen de faire du tourisme organisé. Mais dans le cas du public professionnel, tous les salons et foires, on voit que c'est un secteur qui, aux États-Unis, a grandi beaucoup, avec un rendez-vous énorme annuel. Au Brésil aussi, ils ont réussi à créer 2 pendant l'année. Au Chili également. Donc, tandis qu'en Europe, on a toujours Braubeviale en novembre qui... tout le monde qui vient en fait de tout le monde vient à la ville de Nuremberg. Ils ont réussi à répliquer ce modèle en Chine. Donc, il y a aussi moyen de travailler là-dessus pour aussi fidéliser la filière autour d'un produit. Merci beaucoup. Alors, le temps se compte. On pourra continuer les discussions un peu en dehors. S'il y a des questions dans la salle, Alain a la première question de la journée. Et ça, c'est quelque chose, c'est un symbole fort. Quelqu'un peut donner un micro à Alain ou est-ce que tous les micros sont sur scène c'est moi qui ai les micros. Et bien, en plus, j'ai le plaisir, Alain, d'apporter le micro moi-même. Merci beaucoup. Donc, je suis Alain Dossy, gérant de la brasserie La Choulette. Le discours sur les microbrasseries aux États-Unis m'a beaucoup intéressé. Par contre, ce qui m'a beaucoup gêné, c'est la traduction que vous faites du terme craft beer. Alors, je n'ai aucune compétence en anglais, mais ce que je peux vous garantir, c'est que la traduction de craft beer en France, c'est craft beer. Voilà. Une bière artisanale, c'est fabriqué dans une brasserie artisanale en France. C'est une entreprise qui est inscrite au répertoire des métiers,
avec à sa création moins de 11 personnes et un professionnel en tant que gérant. Si j'avais, alors c'est important, je vous dirais c'est réglementaire, c'est peut-être pas important, mais ça amène beaucoup de quiproquos, et je dirais pour nos débats ça peut être très important. Parce que si j'étais une microbrasserie comme aux États-Unis avec 5 millions d'hectolitres, j'aurais une dizaine de personnes pour faire visiter la brasserie, un circuit dédié, un hôtel de 200 chambres et un site dédié, etc., etc. Avec 10 000 hectos, je n'ai pas tout ça. Et donc il faut toujours se repositionner sur notre véritable situation qui n'est pas celle qui est aux États-Unis. Alors c'est sûr qu'il faut s'en inspirer, mais vous rendriez un grand service à la brasserie artisanale en évitant de parler de bière artisanale d'une brasserie qui fait 5 ou 6 millions d'hectolitres. Voilà. Merci madame. Pas de souci. Je voulais pas prendre le terme craft beer parce que je me suis dit c'est un terme anglais et je sais que des fois les Français sont chatouilleux sur le terme. Donc voilà. Merci Alain. En effet, l'idée n'est pas de copier le modèle américain. On n'a pas la même économie domestique, on n'a pas le même modèle économique pour beaucoup. Cependant, le côté expérience que je pense proposer à l'analyse ici restera vrai. Et je pense que le touriste local du Nord, de l'Alsace, de Lorraine, de Bordeaux, sur les brasseries françaises, a aussi le droit à une expérience différente peut-être, parce qu'il n'a pas les mêmes attentes que le brasseur, que le visiteur américain. Mais j'en profite pour conclure cette première séquence. Du coup, pour reparler justement de ce qui est en train d'être déployé en France, il y a un groupe de travail qui est en train d'être monté avec Atout France justement sur la filière brassicole et avec une première question un peu qui est de quoi on parle, de qui on parle pour le faire. Il y aura dans cette étude encore pas mal de choses à définir, mais la question de la cible, des cibles en tout cas, est à mon avis importante pour qu'on puisse y mettre une offre en face par rapport à ça. Et puis, il y a plein d'autres outils qui sont déployés qu'on va vous présenter tout au long de la journée. Mais vous parliez d'aller au bout de l'expérience et de pouvoir réserver en ligne. C'est aussi quelque chose qu'on est en train de mettre en place avec la région, avec l'échappée bière, pour pouvoir réserver ces visites de brasserie justement dans un même espace où on trouve l'information et où on veut réserver. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudra aller là-dessus. Alain, vous en faites partie du coup avec la choulette de cette plateforme. Elle démarre, on n'a pas les résultats qu'on aura peut-être dans 1 an ou 2 par rapport à ça, mais je pense qu'il faut aussi pouvoir se mettre dans ces perspectives de marché et voilà, regarder un peu ce qui se fait ailleurs. La notoriété des bières, on n'a pas eu le temps d'en parler dans tout ça, de voir un peu l'importance de la notoriété dans le tourisme, mais je pense qu'en local, vos bières sont connues, elles ont déjà fait leur réputation, et pour trouver ce premier marché qui est le tourisme local, on parlait de 50% dans le Vermont, ce sera peut-être 30 ici, ou 40, ou 70, mais en tout cas, je pense qu'il y a déjà une première offre à définir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, je prends par ordre de proximité. Bonjour, Bertrand Mathieu. Je suis l'organisateur du Festival de la bière de Liège. C'était plus une petite information que j'aurais souhaité apporter parce que c'est marrant parce qu'on parle des États-Unis et en effet on remarque qu'en Belgique on n'est quand même pas très loin du modèle américain, sauf qu'on est un peu plus petit. Mais la semaine prochaine nous avons notre festival qui est organisé et je voyais les statistiques ce matin et nous avons 51% de femmes présents au festival. Et donc, c'est un peu bizarre quand on entend finalement dire oui, je suis une femme, je bois de la bière, c'est bien. Mais chez nous, c'est pas du tout un problème et ça ne nous a jamais choqué. Et donc, on n'est quand même pas très loin. Il m'a fallu 2 heures pour venir. Je pense que c'est quelque chose qui va très rapidement, on va arriver en France et que ce n'est déjà plus un problème. Alors moi, j'ai pas intervenu sur la Belgique, bien que j'ai vécu 7 ans en Belgique, je me suis même mariée à Bruxelles, donc mon cœur est resté en Belgique. Mon fils aîné est né en Belgique aussi. On m'avait demandé d'intervenir sur les États-Unis, donc je suis intervenue sur les États-Unis. Voilà. Très rapidement, 2 dernières questions, puisqu'il faut qu'on avance dans le programme. Je laisse la parole ici, et puis après, Maxime terminera. Oui, je suis Benoît Tavenot, le président du musée français de la brasserie. Je voulais juste apporter un tout petit point complémentaire à tout ce qui a été dit ce matin. C'est que je pense qu'au niveau du tourisme brassicole, on a intérêt également à s'appuyer sur le patrimoine brassicole qui existe de façon importante, en particulier dans le Nord, en Alsace et en Lorraine, où il y a encore beaucoup de témoignages d'anciennes brasseries et d'anciens lieux d'activité brassicole, où il y a également des musées, et ça je pense que ça peut compléter favorablement des programmes de tourisme, autant pour des Français que pour des étrangers.
Merci beaucoup. En effet, Yann, tu veux dire quelque chose rapidement? Oui, effectivement. En fait, quand on voit la route qui a été faite sur base pour la bière en Europe, le seul qui existe, c'est autour du patrimoine. La route du patrimoine industriel qui était faite entre la Pologne et la Tchéquie, il y a 2 brasseries qui regroupent ça. Le musée ici mentionné en France, on voit aussi à Wiltz en Luxembourg qui a été créé. L'exemple de San Diego qui était mentionné, en fait, aujourd'hui, ils sont en train de créer un musée de la ville de San Diego au niveau de brasserie, parce qu'ils ont réussi, juste en quelques années, à regrouper assez de patrimoine. Donc, tandis qu'en Europe, on a quand même plusieurs décennies d'avance. Moi, j'ai une question sur les expériences américaines et belges. C'est que, en effet, il y a différents types de tourisme sur la question brassicole, c'est-à-dire que Benoît vient de le dire, il y a cette question patrimoniale qui n'existe pas, qui doit exister très fortement en Belgique. Il y a une question expérience qui existe dans d'autres pays, qui n'est pas basée ni sur de la visite de brasserie, ni sur du patrimonial, qui peuvent être même de visiter des sites qui sont totalement neufs, totalement créés ex nihilo pour faire vivre une expérience. Il y a aussi la partie vivre et consommer de la bière, donc qui est une autre sorte de tourisme. Ma question, c'est que dans une perspective assise nationale, on a quand même des régions qui vont être très variées. Ici, dans le Hauts-de-France, il y a une culture bière très forte. Il y a une consommation où les brasseurs sont quand même très reconnus et très connus dans leur marque. Et il y a un ancrage. Je pense que quand on vient visiter les Hauts-de-France, tous les habitants des Hauts-de-France vous parlent de la bière. C'est moins le cas dans d'autres régions aujourd'hui. Donc ça ne peut pas être forcément la même stratégie pour toutes les régions. Et ma question, c'est un peu... Alors, en Belgique, il y a une vision générale. Sur les États-Unis, il n'y a pas une répartition territoriale pour moi, à ma connaissance, mais c'est peut-être équivalente sur tous les États. Donc, c'est un peu comment est-ce que c'est appréhendé en fonction des différents points, en fonction des différents états de développement, et quelles ont été... Est-ce qu'il y a des stratégies fondamentalement différentes qui doivent s'adapter au territoire? Si, je pense que ça a été clair. Est-ce que quelqu'un se lance dans cette réponse? Oui, ok. En fait, oui, chacun peut adapter sa stratégie au niveau du territoire. Et on voit, c'est en fonction aussi de l'approche qu'ont les brasseurs locaux et aussi tous les acteurs. Par exemple, si je prends l'exemple de la Lettonie, Riga, ils ont un super musée de la brasserie. Et c'est le musée qui était l'initiateur de plusieurs événements. Et c'est eux qui ont créé un festival, ceux qui ont commencé à développer un mouvement pour le patrimoine brassicole. En Lituanie, ils ont créé aussi des séjours où on peut brasser la bière à l'ancienne. Donc voilà, tout dépend de la créativité et de la disponibilité. Lisbonne, ils ont réussi à créer un très joli musée qui combine restaurant et histoire de territoire portugais où existait la bière. Donc, ils sont basés également sur le patrimoine et sur la modernité. Aux États-Unis, c'est réparti d'une façon très différente. La Californie a eu un grand mouvement, une grande croissance démographique, donc il y avait un public. Les autres villes sont développées à fur et à mesure. Pittsburgh avait une histoire industrielle aussi, mais qui a changé complètement la ville, mais c'est une ville qui a une grande communauté universitaire. Et aussi, c'est aussi devenu une ville où il y a beaucoup de tournages de séries et films. Donc, ils ont créé des parcours, mais qui sont liés à la gastronomie. Ils ont impliqué les brasseurs tout de suite dans tous les parcours avec les restaurants. Columbus, ils ont 50 brasseries, ils ont intégré les parcours les visites de brasseries dans leur parcours de la ville dans les offres standards. Donc ici on avait l'exemple de Richmond, Virginie, mais on a aussi des autres villes qui ont créé pratiquement de zéro. Asheville, c'est un autre exemple qui est dans l'est des États-Unis. Ils ont bâti toute leur stratégie touristique autour de brasseries. Et c'est à la côte est, se différencie un peu parce que ils ont l'avantage que les gens se déplacent beaucoup entre les villes. Donc, ils peuvent visiter beaucoup en très peu de temps. Et ça, c'est aussi un facteur à ne pas négliger quand on veut attirer des touristes de différentes parties, soit locales, soit du monde.